Comment on communique vraiment en couple? Aujourd'hui, on va voir comment mieux communiquer dans un contexte du couple. On connaît tous la communication non violente, ça marche très bien dans le domaine professionnel et on voit bien qu'en face, on essaie ça dans notre couple, on se tape un mur, on se tape des sous-entendus, des années de friction, de défensive et on marche sur des œufs. Comment on fait dans des cas comme ça où il y a des mots qui sont plus sensibles que d'autres, il y a les sujets qui sont plus sensibles que d'autres et facilement on peut se prendre un on en a déjà parlé 15 fois, j'ai pas envie d'en parler, arrête de me prendre la tête, tu cherches les problèmes. Pour commencer avec les bases, communiquer c'est différent de parler, entendre, répondre. Communiquer vraiment efficacement, c'est on trouve un compromis qui est gagnant-gagnant pour les deux, on se respecte et on part pas en dispute. Ça, c'est vraiment une communication qui a bien fonctionné. C'est le Graal, c'est le wouh, super. C'est parler, écouter, puis répondre. Et pas parler, entendre, répondre. Si tout au long de la conversation, à chaque fois que l'autre est en train de parler, celui qui est en face est juste en train d'écouter les 10 premières secondes et tout le reste, il est en train de se dire dans sa tête, déjà, je me contiens d'hurler parce que c'est pas vrai, menteur, menteuse. Ou alors, deuxième chose, réfléchir à ce que tu vas bien pouvoir dire pour te défendre, pour protéger ton personnage, ton ego. Et donc, on est dans une dynamique où les deux finissent par alterner des monologues, mais aucun s'écoute. Ou à protéger leur personnage, leur identité. Mais personne ne s'écoute. Tout le monde se défend. Encore hier, j'étais en séance de coaching avec une femme qui me disait « Mais Margot, je t'assure, j'ai vraiment tout essayé. » Je parle en je m'énerve pas, mais en face, il appuie sur mes boutons comme si il voulait faire exploser. Tu vois, il va déformer ce que je dis. Ou il va dire des trucs comme oui, j'ai bien compris, ce que tu veux, c'est que je sois à 2 endroits en même temps, alors que je n'ai jamais dit ça. C'est comme si vraiment il voulait me pousser à bout pour que je pète un câble et du coup, hop, tes responsabilités là-dedans soient mis de côté. Ou alors il va minimiser mes ressentis et dire pourquoi t'en fais des caisses, t'es passé, y a pas besoin d'en reparler, j'ai compris, arrête de chercher des problèmes, t'es trop sensible, c'est pas si grave, etc. Et ce que j'entends moi ici, c'est quand on cherche à échanger sur un comportement, c'est directement perçu comme une attaque de l'identité. Quand l'un ou l'une dit ce comportement que t'as eu me dérange ou m'a blessé, l'autre en face va entendre t'es un affreux vilain qui m'a fait souffrir et tu dois t'excuser. Et comme l'être humain, c'est un radar à gratification, on passe notre temps, et c'est un héritage primitif, à scanner ce qui valorise notre statut. Ou alors, ce qui met en danger notre statut. Donc la première clé pour mieux communiquer, c'est d'arrêter d'entendre des reproches systématiquement. Dans nos sociétés, la façon dont les hommes sont éduqués, avec tout ce qu'on connaît autour des préjugés tacites sur la virilité, sur le courage, sur la débrouillardise, ce qu'on appelait la débrouillardise dans les années 40, les études montrent que les hommes sont souvent plus sensibles aux reproches que les femmes. Attention, gros warning ici, nous aussi les femmes, ça veut pas du tout dire que on adore ça, vas-y, dis plein de trucs qui vont me chatouiller mon ego, j'adore ça. Non, ça veut dire que proportionnellement, on accueille avec moins de répulsion. Ça veut dire qu'on aime ça. Mais les statistiques, les études montrent qu'on accueille avec moins de répulsion. Je te donne un exemple. La femme dit à son mari « C'était génial cette soirée, j'ai adoré, on devrait faire ça plus souvent ». Le mari va certainement entendre, comme d'habitude, elle sous-entend que je propose pas assez, elle est jamais contente, éternelle insatisfaite. Il entend un reproche ici. Dans le « on devrait faire ça plus souvent ». Alors que la femme, elle disait ça sans aucune arrière-pensée. Là, c'est vraiment s'il n'y a aucune arrière-pensée. Peut-être qu'effectivement, il y a eu des conflits et que c'est un petit pic caché. Et souvent, c'est une question de forme, pas de fond. C'est la manière dont on va dire les choses et comment l'autre en face, avec ses filtres, sa socialisation genrée, ses biais de confirmation. Si vous êtes souvent pris la tête autour du sujet de qui organise les moments de qualité, par exemple, c'est ça qui va faire que le raccourci est vite fait et que, pouf, gros mur défensif. Donc au lieu de dire, par exemple, c'était top, faudrait qu'on fasse ça plus souvent, dire c'était top, on refait ça quand? Deuxième clé pour mieux communiquer, c'est d'arrêter d'entendre des ordres. Donc si la première, c'est arrêter d'entendre des reproches systématiquement, la deuxième, c'est stopper le fait d'entendre des ordres. Pareil, même quand ça n'en est pas du tout. Par exemple, tu peux vider le lave-vaisselle, s'il te plaît? Cette phrase, objectivement, elle est correcte. Elle devient irritante quand elle est répétée 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois par jour. Tu peux vider les poubelles, s'il te plaît? Tu peux mettre la table, s'il te plaît? Tu peux réserver le resto pour samedi? Tu peux faire ci? Tu peux faire ça? Elle devient aussi irritante quand le partenaire a une blessure de rejet d'autorité.
C'est-à-dire que entendre ça, et de façon répétée de surcroît, ça vient activer un vieux truc de l'adolescence. Et par exemple, il va entendre à travers tes mots sa mère, son père, qui était très contrôlant. Et il va se braquer et agir avec son comportement automatique de l'enfance. On appelle le childhood behavior. Un truc qui nous avait beaucoup challengé avec Pato au début, c'était que, comme on parle anglais, quand on devait faire un truc, une course ou qu'on n'avait plus rien à manger, je lui disais let's go in groceries, et c'était pas toujours bien pris chez lui parce que il se braquait en me disant qu'il avait des choses à faire et que je peux pas lui imposer de changer ses plans à la dernière minute. Parce que lui, il entendait dans let's go in groceries, allons en course maintenant. Et en plus, en anglais, c'est let's go, tu vois. Donc c'est hyper pushy. Maintenant, au lieu de dire let's go, je dis on n'a plus rien dans le frigo. Quand est-ce qu'on peut aller en course ensemble? There is nothing in the fridge. When are you available to go in groceries? Je lui propose, je lui demande. Le pro tip, c'est d'éviter les amorces comme il faudrait que. Et utilise davantage des petits surnoms affectueux. Tu vois, comme mon amour. Tu pourras sortir les poubelles, s'il te plaît? Ça sent pas bon et ça me gêne. Tu rappelles pourquoi tu voudrais que ce soit fait rapidement et pas demain. Et tu remets ici cette valeur de l'urgence parce qu'en face, lui, ne la voit pas l'urgence. Pour lui, c'est pas grave que ce soit fait maintenant ou demain. Et c'est pour ça qu'il l'a pas encore fait. C'est aussi important de se dire, on ne scanne pas l'environnement de la même façon. On ne scanne pas la maison pareil. Troisième clé, toujours communiquer à froid. La plupart du temps, celle-là, elle est super importante. C'est toujours les 3-4 mêmes sujets qui reviennent au quotidien. Et au lieu de les traiter à froid, on attend le moment où la frustration arrive, où le truc en question est en train de se produire pour tout lâcher sous le coup de l'émotion. Par exemple, si dans ton couple, il y a un gros sujet sensible sur lequel vous vous prenez la tête très souvent, le fait qu'il n'est pas assez proactif dans les tâches ménagères, selon toi, tu es en train de finir de cuisiner le repas. Lui, il est sur le canapé déjà depuis 1 heure et tu sens la frustration monter en toi. Ça monte, ça monte. Et tu finis par dire à chaud, avec un ton très piquant, t'es sérieux? Tu pourrais au moins mettre la table, j'en ai marre. C'est obligatoire que ça ne sera pas perçu de la bonne manière, ça va créer l'effet inverse, il va en faire encore moins parce qu'il se sent humilié, il se sent pas respecté dans la façon dont tu lui as dit les choses. Et pour changer des habitudes, il faut aussi être conscient que l'être humain il a besoin d'un environnement valorisant et de répétition, ces deux choses-là. Imagine que tu t'inscris à une salle de sport avec un coach et que ce coach-là, à chaque fois que tu y vas, il te crie dessus, il te dit que tu fais pas bien le mouvement. Il te répète 15 fois les mêmes trucs. Il a un ton de voix agressif. Tu vas résilier ton abonnement direct. Bah dans le couple, c'est pareil. Au lieu de laisser l'émotion gagner et t'exploser sur le moment à chaud, et en plus un super exercice de développement personnel, pratique le self-control à ce moment-là. On en a besoin partout, que ce soit dans le couple, mais aussi au boulot, en repas de famille. Le self-control, vraiment, c'est une qualité qui se développe. Et ensuite, attends un moment favorable pour faire passer ton message. Imagine pour ça comment ça se passe bien les conversations quand vous êtes en vacances. Tu vas devant un beau coucher de soleil ou encore à 2h du mat sur l'oreiller après avoir passé toute la soirée à refaire le monde. Tu te souviens de ces moments-là? Comme s'il y avait une bulle autour de vous. Eh bien, c'est cette bulle-là que vous pouvez recréer parce que dans cette bulle, c'est assez magique. C'est comme si vous pouviez tout vous dire, que tout est bien pris, que c'est pris avec respect, que c'est intégré. Et c'est de recréer les conditions de ce coucher de soleil. Tu vas communiquer à froid. La 4e étape, communication bienveillante, différente de la CNB. Donc si je reprends mon exemple, après le dîner, l'ambiance elle est cool, vous êtes détendu, il y a comme la bulle magique autour de vous. Et là, tu commences. Tu le dis, mon cœur, je comprends que tu as besoin de décompresser après le boulot et je respecte ça. Simplement, tu vois, tout à l'heure, quand je faisais à manger, j'aurais eu besoin d'aide. Par exemple, vider le lave-vaisselle, mettre la table, sans que je demande. Et si je te dis ça, c'est parce qu'on est une équipe. C'est pas un reproche, c'est vraiment une demande d'être plus proactif. J'aimerais beaucoup, moi aussi, parfois, juste me reposer sur le canapé. Mais c'est comme si je peux pas me l'autoriser. Comme si tout reposait sur moi et que si c'est pas moi qui m'active au fourneau, on va manger à 22h, puis on va ouvrir une boîte de cassoulet. Tu comprends? J'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'on ait des bonnes habitudes et qu'on mange à des heures correctes et qu'on mange équilibré. Donc, est-ce qu'on peut répartir un petit peu mieux l'organisation des dîners ou en tout cas des tâches autour des dîners pour que moi aussi je puisse me reposer quand toi tu vas préparer un dîner? Est-ce que c'est possible? Et il est possible, et je le vois très souvent en coaching, que ton partenaire se braque à ce moment-là, qu'il se braque même si tu l'as amené comme ça et qu'il te sorte une liste de tout ce qu'il a fait cette semaine, du style oh là là, encore des reproches, il est 22h, t'en as pas marre de chercher les noises, tout à l'heure
l'heure, j'ai sorti les poubelles. Hier, j'ai récupéré le drive. Avant-hier, je suis allée emmener les petites à la danse. T'es jamais contente, de toute façon, c'est jamais assez. 80% du temps, ça fonctionne très bien. Tu vas avec les ongles que je t'ai donné au-dessus. Mais il y a des prérequis pour ça. Pourquoi l'autre se braque quand même? Les deux principales raisons, c'est que le climat de confiance n'est pas en bonne santé dans votre couple parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il y a des disputes très récurrentes pour des petites choses. Donc forcément, il y a un biais de confirmation, il y a de la défensive. Ces climats de confiance, il est tous les jours malmené. Même si tu as sorti la petite bougie et t'y allais avec la meilleure communication du monde, comme je te l'ai montré au-dessus, l'autre, il est encore dans ses biais de confirmation, il a encore son bouclier en permanence avec lui. Et forcément, s'il y a un bouclier, il n'y a pas d'écoute. Et autre prérequis pour que cette communication-là fonctionne bien, c'est de checker en permanence ton langage corporel. Par exemple, les petits sourcils qui se lèvent, la gestuelle à la marseillaise, tu sais. Et puis aussi ton ton de voix. Ouais, je comprends que t'aies besoin de te reposer, mais figure-toi que moi aussi, en fait. Tu vois là, ça va pas du tout. Donc le ton de voix, il est très important. Et si tu veux être accompagné là-dedans, je t'invite à cliquer sur le lien en description, en dessous de la vidéo, pour rejoindre une communauté engagée et recevoir enfin des outils pour travailler sur les blessures activées et sur ta communication dans ton couple et pour toi-même de manière générale.